Est-ce que, Pierre-Henri, vous voulez bien commencer en nous expliquant ce qu'est les NBIC? Il vaudrait mieux que ce soit un pro-NBIC qui en parle, je trouve. Je lui poserai la question Bon. du transhumanisme. Bon, je peux commencer par parler des NBIC, je vous parlerai après de ce que j'en pense. Mais en gros, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à une convergence de 4 grands courants scientifiques, hein, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et sciences de l'information, et les cognisciences. Donc les cognisciences, ça inclut la neurologie. Et tout ça doit converger pour permettre d'améliorer les humains. Alors on dit plus améliorer, on dit augmenter. On pourra discuter de pourquoi si vous voulez. Mais effectivement, donc la question derrière ça, c'est l'homme augmenté. Allons-nous développer ces technologies de façon à augmenter les capacités humaines, que ce soit dans le domaine physique, on peut fabriquer des hommes plus forts, dans le domaine des perceptions, on pourrait fabriquer des gens qui voient dans l'infrarouge, ça intéresse beaucoup les armées, ça. On pourrait imaginer des humains qui vivent beaucoup plus longtemps, des humains plus gentils ou plus obéissants. Plus obéissants, on voit déjà que c'est en train de se faire. J'ai appris hier ou avant-hier que le Japon venait de décider de fermer tous ses départements de sciences humaines parce que ça fabrique des individus qui servent à rien dans l'industrie. Donc il ne faut plus que les universités produisent des gens comme ça. Rien que ça, d'ailleurs, ça me donne une idée dans un pays qui est très fortement tourné vers les technologies, de quel choix on fera quand on aura la possibilité de manipuler les humains. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous donner quelques exemples déjà concrets de ce qui existe en fait dans l'hybridation de l'homme et de la machine? Ou Vincent, peut-être Oui, je préfère que ça. Moi, je préférais parler un peu d'histoire après. D'accord. Vincent, vous êtes du courant transhumaniste, vous allez nous expliquer en quelques mots après en quoi consiste ce courant philosophique, puisque vous êtes professeur de philosophie, dans Kik Philosophie, c'est la question que vous posez. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples en fait déjà de l'hybridation de l'homme et de la machine, des dernières avancées? L'exemple le plus connu, c'est alors c'est pas tout à fait, on va dire, une machine, parce que c'est pas, c'est-à-dire, on est vraiment au début de la question de l'hybridation de l'homme et de la machine. Les réalisations, il n'y en a pas énormément, mais tout le monde a vu, par exemple, le coureur sud-africain, là, Oscar Pistorius, avec des jambes métalliques. Bon, c'est un exemple, c'est pas une machine, mais d'hybridation du biologique avec quelque chose qui n'est pas biologique et qui produit un être qui est un petit peu entre les deux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Pistorius, il a été, vous savez, autorisé à concourir avec les êtres humains normaux, on va dire, entre guillemets. Et donc, ça nous montre que finalement, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Bon, ça, c'est, on va dire, le côté le plus connu, pour d'autres raisons. Hein. Il a été connu pas seulement pour ses faits sportifs, mais bon, c'est quelqu'un qui est très, très emblématique de, on va dire, ce qui est en train de se mettre en place, de la fusion progressive de l'homme avec quelque chose d'autre que lui-même. C'est intéressant parce que si jamais il avait, grâce à ses prothèses, été capable de courir plus vite que les plus rapides des gens normaux, comme vous dites, je pense qu'on ne l'aurait pas autorisé. Et évidemment, le jour où les prothèses auront suffisamment évolué pour qu'il soit plus possible à un individu qui a 2 jambes biologiques de courir contre quelqu'un qui a 2 jambes mécaniques, et ben c'est clair qu'on n'autorisera plus ce genre de course hybride. Et aussi, c'est pas si loin que ça, parce que dans un autre festival, il n'y a pas si longtemps que ça à Paris, il y avait ce qu'on appelle les implant parties, qui est une chose un peu incroyable, qui est à la fin d'une conférence qui va montrer tout l'intérêt d'avoir un implant dans son corps et la possibilité de se faire gratuitement implanter un implant. Donc il y a vraiment quand même déjà des poussées dans la conscience collective pour que le fait d'avoir de la machine en nous soit pas si impossible que ça, et même presque un geste quotidien qui soit normal. L'exemple le plus frappant, moi comment bon, on va dire que effectivement, je suis proche du courant transhumaniste. Et bon, est-ce qu'un philosophe peut vraiment adhérer à 100% à une thèse, à un parti? C'est en général pas très possible. Donc il y a toujours quelques distances par rapport à ça. Mais bon, moi j'en suis venu à me poser ce genre de questions et à rejoindre sur certains points, on
on va dire, les idéaux transhumanistes, aussi pour une raison très personnelle, et pour répondre à votre question, c'est que lorsque on demande qu'est-ce qu'il y a comme réalisation aujourd'hui de la fusion de l'homme et de la machine, il y en a très peu. Mais il y en a une qui est tout à fait frappante et que moi je connais bien, c'est le cas de ma fille, puisque ma fille est née sourde et elle est implantée cochléaire. Les implants cochléaires, je ne sais pas si tout le monde a entendu déjà parler de ça. Les implants cochléaires, donc c'est des, on va dire que c'est un ordinateur, une espèce de, parce que il y a un programme et puis il y a une puce qui est implantée. Alors c'est pas dans le crâne, mais c'est entre le crâne et la peau, et c'est un appareil qui a pour but de restituer pour les personnes qui ont perdu l'ouïe des capacités auditives. Alors c'est, on va dire encore en devenir. Les sons qu'entendent les sourds avec les implants cochléaires ne sont pas exactement les sons que nous on entend quand on est normand entendant. Ça ressemble assez à ce que, pour ceux qui ont connu l'époque de Canal+ codé, vous voyez, quand vous mettiez Canal+ sans le décodeur, ça faisait à peu près ça. Ouais. Je pense que ce serait intéressant en fait que vous nous expliquiez un petit peu en fait ce qu'est le transhumanisme justement, pour qu'on puisse après justement voir vos deux visions à venir. Oui, alors effectivement, si on part de ce principe, on voit que finalement le transhumanisme est en train de se mettre en place. L'implant cochléaire, c'est un exemple, les jambes de Pistorius, les pacemakers déjà. Quelque part, alors bon, c'est toujours un petit peu une manière de récupérer les choses, parce qu'on peut dire que l'homme s'est toujours augmenté, finalement, quelque part, quelqu'un qui a des lunettes, il s'augmente un petit peu. Celui qui a des lentilles aujourd'hui, il a quelque chose de technologique en lui. C'est pas aussi spectaculaire que Oscar Pistorius. Mais c'est la différence un peu aussi, parce que je ne crois pas que la question se pose sur est-ce qu'on veut réparer l'homme. Je pense que ça, en effet, on s'est toujours augmenté dans ce sens-là, mais je pense que là, c'est pas l'homme augmenté dans le sens de réparer, c'est vraiment l'augmenté dans le sens de s'accroître avec de nouvelles capacités. Oui, mais alors justement, ce que dit le transhumanisme, c'est que la réparation, la thérapie, ce n'est que la première étape qui va conduire à l'augmentation. Parce que si on peut faire le moins, quelque part, le moins, on n'est pas encore totalement arrivé à totalement remplacer par des moyens technologiques des sens qui sont perdus, mais on est en voie. Apparemment, on est quand même sur ce chemin-là. Et donc l'idée, c'est que si on transpose cette thérapie à des personnes qui sont considérées comme normales, on va, dans ce cas-là, aller vers quelque chose qui va être plutôt une augmentation. Et donc l'augmentation, c'est la deuxième phase, la deuxième étape de... Et une augmentation en vue de quoi? Quel est le but de cette augmentation? Pourquoi? Alors, le but pour les transhumanistes, c'est un côté un petit peu secte. Quand on dit transhumaniste aujourd'hui, il y a des tas de gens qui ont peur et qui ne veulent pas en parler. Bon, c'est... Moi, l'impression que j'ai, c'est à la lecture des ouvrages des transhumanistes, c'est que c'est au fond une aspiration qui est complètement universelle, et qui date de toujours. Quand je disais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont augmentés, ils ne sont pas augmentés au sens spectaculaire d'avoir tous un ordinateur dans le cerveau, ce n'est pas encore pour demain, mais peut-être pour après-demain. Mais disons, c'est l'idée que le transhumanisme ambitionne de résoudre des questions qui sont liées à la nature humaine. Par exemple, le transhumanisme a la volonté, alors là c'est bien autre chose encore que de réparer un handicap, l'ambition par exemple de supprimer la mort. Il y a quelqu'un comme Laurent Alexandre par exemple, qui est un médecin qui prône aujourd'hui un petit peu partout l'idée qu'on va vivre, que je crois qu'il dit que l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né. Bon, voilà. Donc c'est cette idée de dépasser la condition humaine. Le transhumanisme, et qui va même plus loin que ça, puisque Kurzweil, donc, qui est un des personnes qui est aujourd'hui à Google, imagine le point de singularité, donc vous pouvez nous dire peut-être quelques mots, qui serait en 2045 et qui serait... Alors, la singularité, c'est aussi une des thèses qui fait partie du courant transhumaniste. Alors, qui est le but du but. Enfin, en tous les cas, je trouve que c'est intéressant de donner, parce qu'il y a non seulement cette immortalité, mais c'est dans une conception beaucoup plus vaste, en fait, de la position de l'homme par rapport au cosmos, je dirais même quelque part. Et donc, j'aimerais juste qu'en quelques mots, vous nous disiez qu'est-ce que le point de singularité comme vision quand même lointaine. La singularité, c'est le moment, selon ce scientifique, c'est un ingénieur américain, Raymond Kurzweil, c'est l'idée que
aux alentours de 2040. Enfin, il donne des dates. C'est un petit peu comme les témoins de Jéhovah. Il a repoussé les dates là récemment, mais bon, il y a quand même une date qui est à peu près dans les environs de 2040, qui sera le moment où la machine intelligente, l'ordinateur, va devenir aussi intelligent que l'être humain. Et l'idée de Kurzweil, c'est qu'au moment où on aura atteint ce point, ça sera exponentiel. C'est-à-dire que les premiers pas, c'est ceux qui coûtent, où là, on a un ordinateur, là, il est encore très loin d'avoir toutes les capacités intellectuelles qui sont les nôtres, mais voilà, on est en chemin vers ça. Le moment où l'ordinateur sera aussi intelligent que l'être humain sera, selon Kurzweil, le déclencheur d'une explosion qu'il appelle la singularité, à partir du moment qui sera le moment à partir duquel il y aura une explosion de l'intelligence artificielle. Parce que qu'est-ce que va faire l'ordinateur aussi intelligent que nous? Il va nous aider à construire des ordinateurs encore plus intelligents, qui eux-mêmes vont nous aider à construire des ordinateurs encore plus intelligents, et ainsi de suite. Et voilà, lui pense qu'il y aura un développement exponentiel en quelques années qui nous permettra de résoudre des questions que l'on se pose aujourd'hui et qu'on ne peut pas résoudre. Pierre-Henri, Oui. est-ce que vous pouvez me dire, du coup, par rapport à cette vision-là, en tant que biologiste, quelle est, vous, votre vision par rapport à l'état où on en est aujourd'hui et par rapport à ce qui se dessine, vers où on va, en fait? Alors, je voudrais d'abord vous dire que parmi les réalisations actuelles, on a parlé de choses très simples comme les implants cochléaires, etc. Mais il y a quand même des choses plus élaborées que ça. Je pense que ça vaut la peine de le dire. On sait maintenant faire communiquer des neurones avec des puces. C'est-à-dire que on a pu, par exemple, appareiller avec des puces un tétraplégique qui arrive, par exemple, à commander sa télévision directement par la pensée sans bouger. Ça existe aujourd'hui. Donc on est déjà capable de réaliser cette hybridation neurone-puce électronique. C'est encore très primaire, il ne peut pas faire grand-chose, il peut juste changer les chaînes de sa télé, l'allumer et l'éteindre, mais enfin, ça prouve que c'est faisable. Cet homme aussi qui a bougé un bras de robot par... non, j'ai un trou, mais... Oui, voilà, on peut commander. Alors, il y a bon, les transhumanistes, des fois, ils sont un petit peu drôles par leur naïveté. Il y a un patron célèbre de labo qui travaille sur ces trucs-là, qui est très fier de s'être fait implanter des puces qui font qu'à chaque fois qu'il arrive devant une porte, la porte s'ouvre en lui disant « Bonjour, docteur machin ». Voilà, il est super heureux que toutes les portes lui parlent et lui disent bonjour en s'ouvrant. Bon, ça paraît un peu dérisoire, mais voilà. Donc, on devient capable de faire des choses comme ça. Et donc, évidemment, Google, par exemple, fait des recherches pour implanter dans les cerveaux des puces qui permettraient d'interroger Google à distance. Vous vous rendez compte si... moi, quand on a une conversation le soir à table, je sais pas, moi ça m'arrive souvent, à un moment ou à un autre, on se met à plus être d'accord entre nous, et immanquablement, il y en a un qui sort son portable et qui va regarder sur le web la réponse à la question qu'on est en train de se poser, dans Wikipédia ou ailleurs. Là, paf, vous pourrez avoir ça directement dans votre tête. C'est marrant parce que quand j'en parle avec mes étudiants, j'ai remarqué que ceux qui ont déjà passé les examens, en général, ils sont plutôt contre. Les autres, c'est plus mitigé. C'est-à-dire qu'en fait, cette question du transhumanisme, cette question de l'homme augmenté est une question de société. C'est la question Évidemment. de quelle est la société Alors voilà, que l'on veut avoir. Le point, bon évidemment, quand on voit déjà ce que la NSA est capable d'aller faire dans nos ordinateurs au niveau de l'espionnage, il y a des étudiants qui m'ont dit, mais enfin, quand ils pourront aller lire dans notre tête, ça sera vraiment pas drôle. Donc, d'abord, je voudrais vous citer cette phrase de Pascal, je ne peux pas comprendre le tout si je ne connais pas les parties, et je ne peux pas comprendre les parties si je ne connais pas le tout. Je pense que cette phrase, elle est très importante parce qu'on l'a un peu oubliée au XXe siècle. Et les sciences se sont développées de façon, ce qu'on appelle réductionniste, c'est-à-dire que, et avec de très grands progrès, on a réduit les choses, on a réduit la matière à ses particules, on a réduit les organismes vivants à leur gène, on a même fait croire, je suis sûr que ceux qui, même des gens plus jeunes que moi, ont pu entendre des trucs du genre, quand on connaîtra le génome humain, on saura tout sur les fondements de l'homme, etc. Voilà, on connaît tout le génome humain, on n'en sait pas plus sur l'homme. Je pense que la science réductionniste a un peu exagéré ses capacités et que connaître les parties, ça ne suffit pas pour connaître le tout. Et que ça peut être très grave parce que actuellement, nous avons un monde qui est extraordinairement complexe. Et moi, ce que je voudrais surtout dire ici, c'est que je pense que dans un monde complexe, on ne peut pas s'amuser à changer les petits morceaux en croyant qu'on ne va pas changer le tout. Et que du coup, on ferait bien d'y faire attention. Et il y a un petit point d'histoire dont j'aimerais vous parler. Je voulais vous dire que le cousin de Darwin, qui s'appelait Galton... Non, je vais le faire.
qui s'appelait Galton, a eu l'idée qu'il faudrait remettre en œuvre la sélection chez les humains, parce que la sélection naturelle, elle va fabriquer des humains qui étaient vachement bien, mais que malheureusement, on avait arrêté la sélection à cause des lois sociales, que les ratés pouvaient faire des enfants comme les autres, que les pauvres ne mouraient plus de faim, et que du coup, eh bien, toutes les qualités de l'humanité étaient en train de disparaître par manque de sélection. Et donc, il fallait créer une nouvelle science, l'eugénique, qui permettrait de remettre en œuvre la sélection naturelle chez les humains. L'eugénique, ça a été présenté, voilà, ça c'est la figure la plus célèbre de présentation de l'eugénisme aux États-Unis. Et vous voyez, il y a exactement cette idée de convergence. Vous voyez, en bas, comme un arbre, l'eugénique tire son matériel de beaucoup de sources et les organise en une entité harmonieuse. Les sources, c'est la génétique, les statistiques. À l'époque, ce n'était pas NBIC, mais c'est la même idée, sauf qu'il y avait encore plus de sciences que maintenant. Et tout ça converge vers ce grand dessein, l'autodirection de l'évolution. C'est sidérant parce qu'on peut l'entendre aujourd'hui. Hein. On enlève l'eugénisme, mais the self-direction humaine. Absolument. Et ça date de 1930. La Société américaine d'eugénique est constituée donc au début des années du XXe siècle, avec à gauche, vous avez Thomas Morgan, qui était le plus grand généticien de l'époque, à droite, Alexander Graham Bell, qui était très réputé comme physicien, il avait inventé le téléphone, etc. Et au milieu, deux généticiens humains qui vont chercher à comprendre pourquoi il y a des tarés dans la société américaine, alors que c'est une société, comme chacun sait, quasiment parfaite. Et ils vont donc chercher des ratés, des fous, des prisonniers, des criminels, des pauvres, des illégitimes, des gens nés hors mariage, grave tard. Hein. J'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle. Tous les malades mentaux, etc. Et ils vont aller dans les registres des églises chercher leur généalogie. Et puis quand ils trouvent un ancêtre assez lointain, des fois ils vont redescendre pour voir ce que ça donne. Un de leurs grands succès, c'est qu'ils ont découvert Adagio, qui vivait en 1740. Ils ont retrouvé 92% de ses descendants. 64 sont des débiles mentaux, 174 des pervers sexuels, 196 des illégitimes, 142 des pauvres et 77 des criminels et meurtriers. Vous voyez que d'après les eugénistes de l'époque, cette Adagio n'a pas rendu service à la société américaine. Il aurait mieux valu qu'elle ne soit pas là. Bon, je vais... Et parce que tout ça, c'est génétique. Ça, n'importe quel généticien reconnaît la transmission d'un gène dominant. Et le caractère déterminé par ce gène, c'est l'illégitimité, la naissance hors mariage. Et tout ça donc, va être présenté dans les années 10. Et les journaux, le grand public va s'intéresser à la question. Le Sunday Oregonian, c'est le journal que tous les gens en Oregon lisent le dimanche. Hein. Et là, vous avez la descendance de Karl et Anna. Alors la légende en noir, c'est les normaux. En rouge, c'est les débiles mentaux mis à l'asile. Et en bleu, c'est les débiles mentaux pas mis à l'asile. Je ne vous détaille pas, mais oui, Karl et Anna étaient deux débiles. Ils ont eu des enfants débiles et ça a fait plein de débiles en deuxième génération. Donc vous voyez, c'est catastrophique. Mais comment c'était accepté par la population à ce moment-là Très bien, tout le monde était d'accord. Bon, je passe sur les présentations de la Société américaine d'eugénique, ça sera un peu long, mais évidemment, on va vous dire qu'il faut moins de débiles, plus de gens bien, et des débiles, il en est toutes les 48 secondes, alors que des gens vraiment utiles à la nation, il en est que 1 tous les 7 minutes et demie, d'après les calculs des eugénistes de l'époque. Vous voyez, la situation est catastrophique. Effectivement, il faut prendre des mesures, on va les prendre. Au 1er janvier 1935, voilà les États qui ont déjà adopté des lois eugénistes. On a déjà stérilisé 21 539 personnes. Et on va continuer comme ça. On estime que ça fera en gros 65 000 personnes stérilisées. Il y aura quelques procès célèbres comme les femmes Buck qui ne voudront pas être stérilisées. Ça ira jusqu'à la Cour suprême des USA où le juge Oliver Wendell Holmes Jr. déclarera 3 générations d'imbéciles, c'est assez, et on les stérilise. 65 000 personnes stérilisées pour cause de mauvais gènes. Voilà ce qui s'est passé quand on a cherché à faire l'homme de demain avec des méthodes biologiques dans le milieu anglo-saxon. Je voudrais vous dire une chose très importante, c'est que l'eugénisme était une utopie. C'était vu comme un progrès. L'exposition internationale de Chicago, en pleine période eugéniste en 1933, titre Un siècle de progrès. C'est extraordinaire cette foi dans le progrès. Vous vous rendez compte, 1933, on vient d'avoir la Première Guerre mondiale. Ça y est, l'humanité a enfin réussi à se foutre sur la gueule à l'échelle mondiale. Ça, c'est un sacré progrès. Et en 1929, il vient d'y avoir la crise économique la plus grave de l'histoire de l'humanité. Mais dans les deux cas, on a dit c'est fini. La guerre mondiale, on ne recommencera pas. Plus jamais ça, on disait à l'époque. Hein. Quant à la crise économique, on va mettre les banquiers au pas. Ils ne recommenceront pas, c'est promis. Vous connaissez la suite. Alors moi, le progrès vu comme ça, je m'en méfie. C'est pas que je suis contre le progrès, c'est que quand on me raconte des histoires de demain on rase gratis, je suis plus preneur. Et je voudrais vous dire que sur ce plan-là, je ne suis pas raccord avec la plupart de mes collègues scientifiques. Et ça, c'est un point très important. Je vous cite là Karl Pearson, qui était un grand statisticien,
grand statisticien, mais qui travaillait sur les problèmes d'hérédité de l'époque, qui explique que la science moderne, comme elle donne une analyse exacte et impartiale des faits, est une éducation particulièrement adaptée pour promouvoir la citoyenneté. Ça, c'est un truc que les scientifiques pensent très facilement. Je suis un scientifique, je suis rationnel, je sais donc mieux que vous ce qu'il faut faire. Vous entendrez ça tout le temps quand il s'agit de savoir pour le nucléaire, les OGM, etc. Et que déduit Pearson de sa belle connaissance scientifique? Eh bien que le droit de vivre ne donne pas le droit pour chaque homme de se reproduire. Que comme on a diminué la force de la sélection naturelle et que de plus en plus de faibles et d'inadaptés survivent, nous devons augmenter les standards mentaux et physiques pour être parents. Voilà. Donc, le point que je voudrais vraiment que vous compreniez, c'est que tous les scientifiques du début du XXe siècle ont adhéré à l'eugénisme, absolument tous. Vous demandez les restes de la population. Je n'ai pas trouvé un seul écrit d'un scientifique contre l'eugénisme. Mais même de grands altruistes comme Julian Huxley, le fondateur de la théorie synthétique de l'évolution, donc un grand scientifique, fondateur de l'UNESCO. Il était le président fondateur de l'UNESCO. Il a écrit un livre qui s'appelle What Dare I Think, qui est un manifeste eugéniste. Donc, je voudrais que vous sachiez que sur ce plan-là, qu'est-ce que ça a donné? Où a été l'ultime forme d'eugénisme? Évidemment, ça a été le nazisme. On présente en France le nazisme comme une espèce d'excroissance monstrueuse qui serait apparue en Allemagne. Mais pas du tout. Il y avait un immense courant international de respect de la race pure, de purification de la race, et le nazisme n'en est qu'une expression absolument abominable, mais ce n'est pas du tout un truc qui est apparu tout seul. C'était dans un vaste courant mondial, et auquel participaient tous les scientifiques. D'une certaine façon, le nazisme a permis de se rendre compte de ce qui n'allait pas. C'est Nuremberg qui a permis d'arrêter tout ça. C'est après Nuremberg qu'on a dit attention, le respect de la dignité humaine doit passer avant tout, y compris avant le progrès. Mais avant Nuremberg, le progrès était le premier impératif, et tant pis s'il fallait s'asseoir sur la dignité humaine. Donc on est dans une histoire, vous voyez, si on ne réfléchit pas à l'histoire, on ne comprend pas la situation dans laquelle on est. Et aujourd'hui, je pense que le problème du transhumanisme, il est justement là. Il est qu'on ne se pose pas assez la question de savoir où repose la dignité humaine dans tout ça, comment est-ce que tout ça va être absorbé par le système politico-économique actuel. Il y a eu des tas de livres ou de films comme Bienvenue à Gattaca qui ont parlé de ces questions. Je vous conseille ce film, Bienvenue à Gattaca, il est très bien. Bon, je passe là-dessus. Je voulais vous dire que l'homme nouveau, il n'y a pas qu'à l'ouest qu'on a essayé de le faire, il y a aussi à l'est. Du côté soviétique, on a essayé d'améliorer les humains, mais cette fois-ci, on estimait qu'il n'y avait aucune différence biologique et que toutes les différences étaient sociales. Donc on a décidé d'améliorer les humains par la coercition sociale, par les procès de Moscou, par tout ça, par la répression totale de tout ce qui n'allait pas. Les généticiens, par exemple, qui étaient considérés comme dangereux puisqu'ils disaient que les humains n'étaient pas tous pareils, ont tous été tués dans la période soviétique. Donc vous voyez, le truc extraordinaire, c'est que la recherche de l'homme nouveau, pour le moment, ça a systématiquement abouti à des désastres. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer de réfléchir à comment on veut faire progresser l'humanité, je passe là-dessus. Mais je voudrais quand même qu'on se pose des questions sur comment ça va marcher. Donc c'est pour ça que le transhumanisme, pour moi, il est dangereux. Ce n'est pas qu'il est nécessairement mauvais, c'est qu'il est dangereux. Il est dangereux parce que si on utilise mal la façon qu'on se donne de modifier les humains, comme ça a été fait d'ailleurs avec la sélection, eh bien, ça n'ira pas du tout. Je voudrais vous dire que je pense que dans un monde complexe, dans un monde où on ne peut pas comprendre le tout sans comprendre les parties, mais où on ne peut pas comprendre non plus les parties sans comprendre le tout, et il faut arrêter de voir le monde comme un Lego. Le monde n'est pas un Lego. Dans un Lego, vous pouvez même fabriquer des trucs très compliqués avec des Legos, mais vous pouvez changer chaque morceau sans que ça change le reste. Dans un monde complexe de la biologie et de la société, dès que je change un petit truc, j'agis sur le tout. Si jamais nous ne nous donnons pas les connaissances scientifiques, si nous ne donnons pas le temps de la réflexion pour comprendre comment nos actions vont agir sur l'ensemble, alors je pense que nous prenons d'immenses risques. Voilà. Pourquoi je ne suis pas pro-transhumaniste. Oui, ce que tu mets en avant beaucoup, en fait, ce n'est pas en soi le progrès. J'en profite pour un petit hommage à Charb, qui m'avait un jour sur un coin de nappe dessiné ce truc-là pour induire à une certaine méfiance vis-à-vis des scientifiques. Donc, je pense que c'est intéressant parce que vraiment ce que vous dites, c'est qu'en fait, c'est quel est le projet politique derrière tout ça, et est-ce qu'on va aller au bout du bout en fait d'un système où encore une fois il va avoir en fait ceux qui dirigent et qui manipulent avec des discours et avec des médias, communication, tout ce qu'on peut avoir et qu'on a encore plus maintenant. C'est-à-dire à quel moment en fait ceux qui sont en haut et qui dirigent, et ils existent, et ils savent utiliser les médias, et ils savent utiliser la communication,
vont conditionner un peuple pour se laisser faire. Et voilà, je veux justement rebondir là-dessus, parce que vous, Vincent, au contraire, ce que vous mettez en avant dans votre livre, c'est qu'il y a une nouvelle génération, qu'on appelle les geeks, et qui ont en fait la passion des nouvelles technologies, et qui ont aussi la passion des mondes imaginaires, et que ces générations-là, nées avec la technologie et avec des ouvertures justement vers des mondes virtuels que les autres générations n'avaient pas, développeraient un autre rapport au monde, et que cet autre rapport au monde, justement, n'est pas un conditionnement d'une population de masse, mais serait une évolution de notre humanité pour plus d'humanité. Vous, c'est ce que vous défendez. Oui, tout à fait. Je regrette de ne pas avoir mon PowerPoint sur moi. C'est toujours utile d'avoir son PowerPoint. On va dégainer les PowerPoints. On va toujours avoir un PowerPoint sur soi à tout moment. C'est beaucoup plus convaincant. Voilà, j'ai bien entendu le discours. Je crois que tout le monde a compris. Les transhumanistes sont des nazis. Bon, voilà. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y avait un c'est risque de beaucoup plus vague que dérive. ça. Oui. J'ai résumé. Ce qu'a dit, non, ne réduisons pas. Non. Je propose de ne pas réduire, parce que je pense que c'est important justement qu'on puisse avoir une parole qui puisse être entendue. Or, Pierre-Henri a été très intéressant. Ouais. Et n'a pas réduit les choses, il a juste montré comment, quand le progrès... J'ai du mal à croire que quand on cite le nazisme, on puisse considérer qu'on ne fait pas, d'une manière ou d'une autre, une réduction. Je pense que ce n'était pas une réduction, mais je pense que c'est intéressant que vous, tout en respectant le point de vue en fait, de Pierre-Henri, vous nous présentiez votre point de vue. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Effectivement, on peut faire des parallèles avec... des projets qui ont eu lieu autrefois et qui avaient aussi pour ambition. Alors, si on retient ce terme générique de transformer l'homme, de faire un homme nouveau, etc., dans ce cas-là, effectivement, on regarde le XXe siècle, il y a eu deux projets. Il y a eu le nazisme, effectivement, le communisme. Bon, on va dire que les deux résultats d'hommes nouveaux qu'on a vus ne correspondaient pas vraiment au lendemain qui chante, qui était promis. Bon, donc, si on peut, effectivement... Et d'ailleurs, il y a beaucoup de débats aujourd'hui, donc c'est pour ça que je vous remercie d'avoir invité au moins quelqu'un qui ne va pas uniquement dans ce sens-là. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui qui ne sont pas vraiment des débats, où sur le transhumanisme, sur Internet, on en voit, et puis régulièrement, encore récemment, j'avais assisté à un débat où c'était des chrétiens, cette fois, qui se réunissaient. Et alors les chrétiens, ils étaient évidemment d'accord pour dire... c'est plus complexe, il y a des franges du christianisme qui sont... plus ouvertes, on va dire, mais globalement, ils étaient contre, et puis ils se réunissaient pour dire ensemble qu'ils étaient contre. Donc évidemment, ça va dans le même sens, c'est facile. Voilà. Bon, cet argument-là, j'entends bien, mais je dirais que ça n'a aucun rapport avec ce dont parle le transhumanisme aujourd'hui. Il n'est pas question, demain, de tuer des gens et d'obliger une sélection, Bon, ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport, ça n'a pas de rapport. Il y a dans les courants transhumanistes des personnes totalement néolibérales qui projettent et qui auraient un projet d'aller dans une île en dehors du droit, en étant augmentés, parce qu'ils ne veulent plus de l'état de providence, parce qu'ils ne veulent plus redistribuer, parce qu'ils se considèrent déjà comme des surhommes. Donc oui et non. C'est-à-dire que la grosse différence... Ce n'est pas ça. Non, mais je pense que ce dont vous parlez, je pense que c'est intéressant que vous nous présentez la nouvelle génération dont vous parlez, mais ce que je veux dire, c'est que ce dont vous nous parlez, vous, ça va être justement peut-être un autre point de vue que ces transhumanismes qui existent déjà, d'aller... mais parlez-nous, vous, de cette génération montante, justement, qui serait un autre... quelque chose de plus intéressant. Il y a différentes formes, effectivement, de transhumanisme, mais en gros, le point commun, c'est quand même la liberté. Donc ça montre que ça n'a aucun rapport avec ce qui a été tenté autrefois. Le transhumanisme, dans son ensemble. Après, il y a des variantes. Effectivement, on peut dire qu'il y a une version plus libérale, anglo-saxonne, qui considère que, effectivement, si le transhumanisme conduit à ce que les gens s'augmentent personnellement, chacun, c'est très bien, et si ça augmente les inégalités, tant pis. Bon, c'est quelque chose qui est dans une optique, on va dire... libérale, quelque chose souvent pensé par des personnes qui ont du pouvoir et de l'argent. Oui, bien sûr. Et puis, bon, c'est facile de dire qu'en gros, le transhumanisme, c'est la Silicon Valley, des intérêts financiers. Je ne dis pas que c'est en gros. Je dis qu'à des endroits cruciaux de pouvoir et d'argent en ce moment, le courant transhumanisme néolibéral dont on vient de parler se répand. Oui, tout à fait. Il existe, on ne peut pas le nier.
On va dire qu'en France, on a une sensibilité un petit peu différente. L'association française transhumaniste est beaucoup plus, on va dire, attentive à la question des inégalités sociales et à l'idée que c'est bien que les gens soient libres. Ça, donc, de toute façon, c'est le point commun. Donc, ça n'a pas de rapport avec la coercition des régimes. Soyons libres, et puis on vous laisse tous d'un côté avec les problèmes climatiques, de redistribution, et nous, on est libres dans notre île. C'est ça la liberté néolibérale. Sur cette question de l'île où des gens se retrouveraient pour... c'est un symbole. Mais oui, c'est un symbole. Le symbole c'est possible. Enfin, ce que je veux dire, si cette société-là réunit des gens qui viennent librement, qui peuvent à tout moment partir, je ne vois pas où est le problème, hein, et qui ne font de tort à personne, si ce n'est à autrui, non, si ce n'est à autrui plutôt, si ce n'est pas à autrui, mais si ce n'est à eux-mêmes, je ne vois pas où est le problème. Bon, voilà, on va dire qu'on est plutôt partisan, quand on est transhumaniste, de l'éthique minimale, hein, c'est-à-dire que tant qu'on ne nuit pas à autrui, tout est permis, et si je veux augmenter mes capacités intellectuelles en m'adjoignant des puces, etc., encore une fois, c'est ma décision personnelle. Tant qu'on ne me force pas... Tant qu'on ne nuit pas à autrui, mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas tous en humanité dans une période, au contraire, où la question est comment on fait ensemble? C'est-à-dire qu'on n'est pas... Je ne veux pas nuire à autrui, mais dans une situation globale, écologique, inconcevable presque, pour qu'on puisse vraiment l'intégrer dans nos consciences, tellement c'est dangereux, le point limite où on en est. Est-ce que ce n'est pas une question de ne pas faire du mal à autrui, mais bien de collaborer ensemble pour pouvoir essayer de créer quelque chose qui pourrait être une solution pour qu'on s'en sorte? Mais quand les transhumanistes travaillent pour essayer d'augmenter, par exemple, la longévité, c'est dans l'idéal, hein, je ne dis pas que concrètement, alors, évidemment, hein, on est bien conscient que ça peut être utilisé dans un premier temps par des gens qui auront les moyens, effectivement, d'allonger la durée de leur vie, etc. Dans un premier temps, qui durera combien de temps? Enfin, soyons précis dans ces cas-là. Si c'est quelque déjà chose le cas aujourd'hui pour la plupart des progrès. C'est-à-dire que dans la société, le transhumanisme peut, comment on va dire, se concevoir dans une société qui ne fait pas du profit son but ultime. Donc, en ce sens, il est aujourd'hui en développement dans une société qui est libérale, à laquelle nous participons tous, hein, qu'on le veuille ou pas, et à différents degrés, mais il peut aussi se concevoir avec des ambitions complètement différentes. Donc, lier le transhumanisme à sa version néolibérale américaine, c'est avoir une vision étroite des choses et caricaturale. Même si... Juste avant de donner la parole à Pierre-Henri, est-ce que vous pouvez me dire quelle est justement votre vision de ce transhumanisme qui ne serait pas caricatural, qui est pour vous une voie du milieu, qui serait une voie juste pour l'humanité? Je pense effectivement que, disons, le transhumanisme, dans ses ambitions, comme je l'ai dit, rejoint les aspirations fondamentales de l'être humain. Vivre plus longtemps. Après tout, quand on regarde les religions, elles veulent un homme augmenté. Bon, elles le veulent juste après la mort, c'est la différence, il faut passer par là. Le transhumanisme, c'est la même idée, sauf que si on pouvait éviter cette petite étape désagréable, ça serait aussi bien. Donc, ce qui révolutionne complètement, enfin, vous le dites au détour d'une phrase, mais ce qui révolutionne complètement la manière dont l'homme se pense. Oui, c'est-à-dire l'homme se pense dans sa mortalité, l'homme se pense dans une histoire collective aussi dans le temps. Donc en fait, bon, je meurs, mais on en parlera après et on passera assez vite après justement dessus sur le fait que l'ADN ou l'information transmise par l'ADN se transmet de génération en génération. Donc, c'est quand même pas rien de dire bon bah voilà, hop, ça en est fini de la mortalité. C'est pas rien, mais je veux dire, ça peut être quelque chose qui est partagé. Imaginons par exemple que dans les premiers temps, les personnes les plus riches aient la possibilité, parce que c'est comme ça dans notre société aujourd'hui, d'augmenter leur longévité. Bon. Il y aura des pionniers, et d'ailleurs, ils prendront des risques aussi, quelque part. Hein. C'est-à-dire que les premiers qui tenteront ça ne sera pas forcément... Ils auront peut-être les moyens de se payer des traitements qui auront des résultats néfastes. Hein. Donc, voilà, ce n'est pas non plus garanti que ça soit pour leur bien immédiat. Mais on va dire qu'il n'est pas invraisemblable de penser qu'au fil du temps, cela bénéficiera à la majorité de la population. Et donc, le but des transhumanistes, il est bien, en tous les cas des transhumanistes, on va dire... français, hein, c'est de penser que ce progrès n'a de sens que si tout le monde peut y avoir accès à un moment ou à un autre, à des vitesses différentes peut-être, mais avec ce but commun. Donc ça, c'est véritablement une révolution. L'augmentation de la longévité, je trouve ça un très bel exemple. Parce qu'on est déjà assez nombreux sur Terre,
Et si l'augmentation du nombre d'humains continue, a priori, jusqu'à au moins 9 milliards, probablement du côté de 2050, c'est essentiellement à cause de l'augmentation de la longévité qui est prévue. Je voudrais vous rassurer, l'augmentation de la longévité, il est probable qu'elle soit un pur rêve et qu'en réalité, la longévité rediminue assez rapidement dans nos pays. Elle stagne pour la première fois depuis les années 50, la durée de vie totale. Et la durée de vie en bonne santé a déjà commencé à rediminuer dans tous les pays occidentaux. Donc, premièrement, la réalité ne va pas du tout dans le sens des projections prévues par les transhumanistes. Mais deuxièmement, imaginons que ça se fasse. Imaginons que soient nés aujourd'hui déjà des gens qui vivront 200 ans. Ce à quoi je vous dirais très clairement, je n'y crois pas une seconde. Je pense qu'avec l'environnement qu'on est en train de se fabriquer, on ne risque pas de vivre très longtemps et que nos enfants vivront encore moins longtemps que nous. Mais imaginons que ça arrive. On créerait une surpopulation terrible. Ce qui se passera nécessairement, c'est qu'il y aura des gens qui vont se retrouver dans une situation écologique impossible. On le voit déjà avec les migrations actuelles. Et donc, qu'est-ce qui se passera? Ça sera des guerres. Ça sera le fait que les gens qui seront dans des situations difficiles vont finir par mourir d'une manière ou d'une autre, d'une façon extrêmement violente, tout ça parce que les autres se sont offert le luxe de vivre plus longtemps qu'actuellement. C'est ça, exactement, le fait de ne pas regarder les choses globalement. J'ai envie de vivre longtemps, je vais mettre en place d'énormes technologies pour vivre plus longtemps. Je me fous pas mal de savoir si globalement ça peut tenir ou si globalement ça va foutre d'autres gens complètement dans la merde. Moi, je veux bien qu'on dise qu'on fait de l'éthique minimale, celle dans laquelle on ne nuit pas aux voisins. Mais dans une société mondialisée, avec les problèmes environnementaux globaux qu'on a à l'heure actuelle, il est strictement impossible de réaliser ce que vous dites. C'est-à-dire que dès que vous allez allonger vos capacités à vous, vous allez diminuer les capacités des autres. Donc, c'est bien gentil de se gargariser en disant oui, mais on aimerait bien que ça soit social, que ça joue avec tout le monde. Mais à l'heure actuelle, à ce moment-là, il faudrait peut-être se préoccuper globalement de système, de l'environnement, de la société et arrêter de regarder par le petit bout de la lorgnette. C'est pas avec un petit bout d'ADN par-ci, une petite puce par-là et un autre petit pot de perlimpinpin pour faire vivre plus longtemps qu'on réglera des problèmes globaux. Et au contraire, tant qu'on essaiera juste de faire plaisir à certains, et comme vous le disiez au début, ça sera nécessairement que les plus riches, et ben on mettra les autres dans des situations impossibles. Et je voudrais aussi relancer sur ce que vous dites au début, qui est qu'il y a aussi un décalage, que vous allez pouvoir rebondir dessus Vincent, un décalage entre ce qu'on communique, qui est un rêve ambiant, où tout d'un coup, en effet, la longévité, ça pourrait être demain, ou des choses. Le robot, c'est demain. Le robot, on va l'avoir chez nous, il va nous faciliter la vie. Ou le robot, voilà. Ou pourquoi pas permaforêt Mars, en fait, une autre planète. Mais il y a comme une illusion aussi dans les messages collectifs qui sont complètement décalés avec là où on en est aujourd'hui dans la réalité et qui sont comme un mirage qui nous éloigne en fait de cette vraie réalité qui est que des personnes meurent de faim, des milliers de personnes sont en train de commencer à se déplacer à cause des guerres, de la violence qui augmente et des tensions climatiques. Et donc, qu'est-ce que vous en dites, justement? Parce que, justement, vous avez étudié, justement, vous avez réfléchi à la philosophie de cette génération qui a ce monde imaginaire, d'autant plus avec les jeux vidéo, d'autant plus... Qu'est-ce que vous en dites, justement, de ces décalages entre une réalité concrète de la matière et ces mondes virtuels, en fait, que les personnes de ces générations-là habitent tout aussi naturellement, en fait? Mais d'abord, je note que le monde que vous décrivez, là, avec tous les problèmes qu'on voit, etc., il n'est pas le résultat de l'homme augmenté, parce que l'homme augmenté, il n'est pas encore véritablement apparu, il est en devenir. Donc, on va dire que le monde tel qu'on le voit, il est le résultat de l'homme normal, non augmenté. Non, il est le résultat d'une certaine vision du progrès, dont l'homme augmenté est simplement une des manifestations. Mais le progrès tel qu'on l'a perçu tout au long du 19e siècle et du 20e siècle, c'est-à-dire un progrès aveugle, fonctionnant en jouant avec les technologies, en faisant tout ce qu'on peut et en réfléchissant pas aux conséquences globales de ce qu'on fait, eh bien ça, c'est effectivement le résultat, c'est le monde qu'on voit actuellement. Bon, moi, je pense que réfléchir comme ça, c'est peut-être un petit peu, alors, on va dire manquer d'ambition, ou en tous les cas, voir les choses effectivement de manière stable. C'est-à-dire, si c'est un petit peu, me semble-t-il,
réfléchir trop simplement que de dire ah ben alors on est combien de milliards, on sera demain combien de milliards, si tout le monde vit 1000 ans, il n'y aura plus la place, là, ma bonne dame. Bon, c'est-à-dire que vous, en plus, ce que vous dites, c'est que la technologie est la solution de nos problèmes. Vous, dans votre livre, très clairement, vous avez foi en la technologie, justement, qui va nous sauver des problèmes sociétaux et écologiques qu'on traverse. Alors, je n'emploierai pas le terme foi, parce que... ça, vous n'aimez pas. Non, mais c'est-à-dire qu'effectivement, c'est souvent, disons, c'est plutôt une manière de réduire le transhumanisme quand on dit... On a l'impression que c'est une secte ou une foi, une religion. Non, non, je n'ai pas foi en la technologie au sens où j'attends pas. Kurzweil, quelque part, c'est un petit peu une foi. Parce que quand dans votre livre, c'est ce que vous dites. Vous dites que la technologie est la solution. C'est ce que vous dites dans votre livre. Ce que je dis, c'est que on a des raisons de penser. Alors, il y a, pour dire les choses telles quelles. Par exemple, il est vrai, pour reprendre l'exemple des geeks, par exemple, c'est, on va dire, une certaine génération qui est apparue avec des progrès technologiques qui ne pouvaient pas exister avant. Les ordinateurs, c'est apparu relativement récemment. Il ne pouvait pas y avoir de geek avant au sens moderne, enfin au sens actuel, on va dire, parce qu'il n'y avait pas les inventions pour. Les geeks, effectivement, c'est, on va dire, une génération de gens qui grandit avec des idéaux de science-fiction, etc. Et donc, c'est l'idée de vivre éternellement, c'est pas vivre éternellement pour rester sur la Terre. Effectivement, il y a cette ambition dans le transhumanisme de se dire que la destinée de l'homme, elle n'est peut-être pas uniquement de rester sur la Terre. Au passage, donc peut-être aller sur d'autres planètes, etc. Sur Mars. Oui, enfin bon, l'exemple très simple, comprenons bien ça. Par exemple, il va y avoir, aujourd'hui, il y a une tendance... on va dire, on est un petit peu un nexus, là, c'est-à-dire un croisement de civilisation. Il y a des gens, beaucoup de gens, c'est tentant aussi intellectuellement, sont tentés par, comme Pierre Rabhi, par exemple, la décroissance, l'accord avec la nature, le rejet de la technologie, et il y a une certaine technophobie montante dans la société. Bon, imaginons qu'on réduise la population globale. Il n'y a pas de rejet de la technologie de la part de Pierre Rabhi. Il repose exactement la même chose de Pierre-Henry, c'est quelle technologie pour quelle humanité. Donc il remet en face de l'humanité, mais il n'y a pas un rejet de la technologie chez Pierre. Disons que chez les décroissants, en général, on va dire, il y a quand même... Il n'est pas décroissant. Oh, alors, il est pour la sobriété heureuse, ce n'est pas la même chose. Parce que décroissant, c'est le même système, on reste dans le même système, mais on pense encore croissance, et là, ce n'est pas la décroissance. Il n'est pas transhumaniste. Il n'est pas transhumaniste. Bon, ça ne va pas jusque-là. Bon, et donc, non, si, c'est un raisonnement très simple, si que Nick Bostrom, qui est un des philosophes, leaders du mouvement transhumaniste, a très bien posé. Imaginons qu'on retrouve, c'est l'idéal auquel beaucoup de gens pensent, une espèce d'harmonie, parce que là on en est loin, c'est vrai, on a l'impression plutôt de s'en éloigner avec la pollution, etc. On retrouve une forme d'harmonie des hommes avec la nature, et qu'un certain progrès mesuré, etc., mais pas plus, nous permettent de vivre comme ça pendant très longtemps. Bon. Il n'empêche que si on reste sur la Terre, si on maintient ce niveau de base technologie, il y a un ouvrage qui est paru récemment qui vante ce qu'il appelle les low-tech, il faut revenir aux low-tech, aux formes de technologie les plus simples. Un ordinateur, c'est beaucoup trop. Bon, si on revient à ce niveau d'harmonie... Le low-tech aussi, je crois que c'est tout un mouvement aussi qui essaie de pas forcément baisser en technologie, mais d'avoir... Le low-tech, en fait, c'est quand même d'avoir la possibilité d'avoir une technologie à moindre coût, autant financier qu'en tant qu'empreinte écologique. C'est plus subtil qu'en effet l'ordinateur. On n'en veut plus parce que justement, le low-tech est pris en main par des geeks, justement aussi, quand même. Ouais, mais bon, ça me fait penser effectivement que les décroissants se prononcent en général jamais ou difficilement frontalement à l'égard de la technologie, parce qu'eux-mêmes l'utilisent quelque part. Ils utilisent des ordinateurs aussi, les décroissants. Donc ils ont bien du mal à s'affranchir complètement de ce progrès que quand même, globalement, quand on lit leurs écrits, ils rejettent, et à l'égard duquel ils sont quand même globalement négatifs. Bon, il n'empêche que si... En gros, on parle de ça début XXIe siècle, on est encore très très loin de la réalisation de tout ça. Si on en reste à si on arrive à ce niveau d'harmonie avec la planète, civilisation, voilà, oui, mais en fait, on atteindra le stade ultime, c'est-à-dire le statut des dinosaures. On attendra gentiment que notre planète soit percutée par une météorite. Ça serait bien, on aura réduit tous les problèmes de pollution, mais on attendra tout simplement notre disparition.
effectivement, le transhumanisme, c'est celui qui dit que l'avenir de l'humanité. C'est-à-dire que ce que ne peut j'entends- pas Je voudrais se répondre. résumer à ça. Juste une phrase et je te passe. Juste ce que j'entends, par contre, c'est que vous partez avec des si. Et moi, j'aimerais qu'on reste centré sur qu'est-ce que le transhumanisme aujourd'hui, avec la réalité qu'on traverse aujourd'hui. Parce que le si, et ne pas prendre en compte ce qu'on vit aujourd'hui, en fait, ne répond pas à la question, du coup. Pierre-Henri. Oui, moi je trouve ça extraordinaire quand on nous dise qu'il faut développer le transhumanisme parce qu'un jour ou l'autre, il y a une météorite qui pourrait frapper la Terre, franchement. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'on dévaste cette planète, on la rend totalement inhabitable et on dit, grâce à nous, le jour où elle sera plus habitable à cause de quelqu'un d'autre que nous, mais il n'y a pas besoin d'attendre une météorite, ce que vous êtes en train de préparer, ça foutra la planète en l'air bien avant, vous inquiétez pas. Donc vous êtes en train de nous envoyer dans le mur et vous nous dites, il y a un autre machin qui nous enverra dans le mur un jour et nous on va préparer ça. Mais enfin c'est quand même pas sérieux. Je veux bien qu'on fasse de la science-fiction, je veux bien qu'on rêve. Je pense qu'il y a plusieurs manières d'être ambitieux. Ça, c'est le point sur lequel je voudrais vous répondre. L'ambition que vous donnez là, j'appelle pas ça de l'ambition, j'appelle ça du délire. L'ambition, pour moi, c'est effectivement d'essayer de comprendre le monde dans lequel on est, d'arrêter de se raconter des histoires sur le fait que parce qu'on aura mis des puces dans les cerveaux des humains, et ben, du coup, ils sauront se débrouiller pour changer de planète le jour où ils en auront besoin, et au contraire, de comprendre le monde dans lequel on est, et d'essayer d'y vivre intelligemment. Et pour moi, c'est une ambition bien supérieure au fait de croire qu'en développant des technologies sans aucune intelligence en réalité, parce que franchement, ces technologies, ça demande vraiment pas des choses extraordinaires, ça demande justement pas de comprendre les choses globales, et ce qui est difficile, ce qui est ambitieux, c'est de comprendre les choses globalement. Donc pour moi, chacun son ambition. Ça veut dire comprendre Est-ce les que du choses coup, globalement. Pierre-Henri, juste pour... Vous voyez pas ce que ça veut dire? Eh ben, ce que je vous ai dit sur le fait que transhumanisme. quand vous dites que vous voudriez vivre plus longtemps et que je vous dis que ça foutra la merde chez les autres, ça, c'est regarder les choses globalement. Mais non, parce que Alors c'est que encore ça une vous fois intéresse pas. Parce que c'est Vous se regardez. maintenir dans l'idée que la société continuera d'évoluer de la même manière. Ce n'est Et pas... comment alors répondez-moi, comment vous faites pour qu'il y ait plein de gens qui vivent plus longtemps et que ça foute pas la merde? Allez-y. Ah ben, il est évident que, par exemple, si les gens vivent plus longtemps, le transhumanisme imagine aussi que le but, c'est pas seulement d'augmenter la longévité, c'est d'augmenter, par exemple, les capacités de réflexion. S'il y a plus de gens à vivre longtemps dans un même espace donné et qu'il n'y a pas moyen d'aller ailleurs, on peut aussi envisager, par exemple, d'avoir moins d'enfants. Donc, dans ce cas-là, par exemple, le problème de la surpopulation... Donc les transhumanistes peut se sont en train de résoudre préparer progressivement. de la contraception obligatoire. Non, non, encore une fois, c'est une question de pensée propre. C'est-à-dire Comment que- vous allez non, faire? Mais c'est très simple. Quelqu'un qui vit 1000 ans, par exemple, Oui. à moins On lui qu'il soit interdira d'avoir plus de complètement 2 débile, enfants. à moins qu'il soit complètement débile, il ne va pas se dire tiens, tous les 30 ans, je vais refonder une famille et avoir 4 ou 5 gosses. Ça n'a Enfin, aucun vous sens. plaisantez. Ben, bien sûr que non. Mais évidemment que les gens, plein de frics, ils ont envie de faire plein d'enfants, ils s'en foutent. Et d'ailleurs, ils ont raison, parce que leurs enfants vivront très bien. Ça sera les autres qui vivront mal. Est-ce que Non. Enfin, quand même, regardez ce qui se passe en vrai. C'est ce qui se passe actuellement. Est-ce que justement, Pierre-Henri, en fait, on peut recentrer, par exemple, sur l'exemple du travail sur l'ADN? Aujourd'hui, fabriquer le vivant, on l'entend, c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qu'on comprend. Il y a des émissions de vulgarisation, justement, à la télévision aussi, où tout d'un coup, on fabrique des bactéries. Alors Et ça, qu'est-ce- malheureusement, juste, le quel est troisième membre du débat n'est pas là, donc on ne va pas pouvoir en discuter avec lui. Mais effectivement, pour reprendre l'idée de la question globale, effectivement, moi j'ai pas mal travaillé sur les questions d'OGM. C'est intéressant parce que je suis au départ agronome et donc je fais de la génétique des plantes et donc j'ai beaucoup de collègues qui ont fabriqué des OGM et leur idée c'était que grâce au fait qu'ils allaient rajouter un gène ou deux dans une plante, eh ben, ils allaient régler des problèmes importants parce qu'ils allaient régler les problèmes de faim dans le monde, etc. Ils imaginaient qu'en changeant juste un gène dans une plante, eh ben, ça augmenterait la production de la plante et que donc ça réglerait des problèmes. En réalité, le simple fait de mettre un gène dans une plante, ça change plein de choses. Ça change déjà un peu la physiologie de la plante. On nous raconte des histoires sur un riz doré qui produirait des vitamines grâce auxquelles les enfants iraient mieux. En réalité, ce riz, il produit presque plus rien parce qu'il est plombé par le fait qu'on ait rajouté ces gènes dedans. Ça change déjà la plante. Et puis, vous mettez des gènes qui permettent de résister à des herbicides ou à des insectes. Et puis, le résultat, c'est que ça change tout sur l'écologie des champs. Mais ce n'est pas le plus grave. En fait, ça change tout le système agronomique.
Parce qu'à partir du moment où vous avez des OGM, d'abord ils sont brevetés. Le résultat, c'est que la propriété des semences n'est plus à l'agriculteur, mais à la boîte qui a mis des brevets dans les graines. Et non seulement ça, mais si votre plante va envoyer son pollen sur la plante du voisin, les graines du voisin appartiennent à la firme qui possède le brevet. Donc, vous dépossédez totalement tous les agriculteurs de leurs semences. Et puis, progressivement, ce que vous allez faire, c'est promouvoir une agriculture ultra-technologique, extrêmement chère, qui sera réservée à des entreprises de grosse taille. Regardez l'évolution en Amérique du Sud, des centaines de millions d'hectares, avec les mêmes soja transgéniques semés partout, etc. Le simple fait d'avoir fait cette petite technologie de rien du tout, de mettre à jet dans une plante, ça change tout sur le plan économique, sur le plan agronomique, sur le plan social, sur le plan philosophique. Et donc, il faut arrêter. Or, je pense que mais alors vraiment, je suis certain qu'aucun des scientifiques qui ont commencé ces manips-là n'avait imaginé le moins du monde que ça pourrait avoir ces conséquences. Et c'est ça mon reproche. Il faudrait que les scientifiques aujourd'hui, et les philosophes d'ailleurs, réfléchissent ensemble à l'ensemble des conséquences des actions qu'on prend. Et actuellement, ce n'est pas ce qui se fait. Justement parce qu'on ne regarde pas les choses au niveau global et qu'on dit, je vais faire, et ça, ce que m'ont dit souvent mes collègues, je fais une plante qui produit plus, donc je contribue à améliorer la situation de l'humanité, point barre. Surtout que sur l'ADN, on ne connaît encore rien. On connaît très peu de choses, on nous a dit qu'on avait décrypté le génome. Alors ça, c'est un gros mensonge. Décrypter, ça veut dire que je prends un texte en langage codé et que je le rends intelligible. C'est pas du tout ça qu'on a fait. On a lu le texte codé, mais sans le comprendre. Le fait de le comprendre, ça prendra encore quelques siècles. Donc, on connaît vraiment pas grand-chose. Et effectivement, on est en train de découvrir toute une série de mécanismes qui modifient la façon dont les gènes sont lus en fonction de toute une série de choses. Ça s'appelle l'épigénétique. Vous en entendrez parler sûrement si vous n'en avez pas déjà entendu parler. On est en train de commencer à comprendre un certain nombre de choses et on agit comme si on savait ce qu'on fait. Voilà. Et par contre, ce qu'on sait sur l'ADN aujourd'hui, c'est qu'il y a le gène et en effet, il y a aussi quand même l'environnement qui va aujourd'hui jouer énormément et que tout n'est pas sur le génétique. Ça, c'était dès le départ de la génétique. La génétique a dès le début, mais ça, je pense qu'on ne va pas avoir le temps de discuter de ça ici, parce qu'il faudrait quand même que nos compagnons de route là, puissent s'exprimer. Mais effectivement, dès les débuts de la génétique, on a su qu'il y avait les gènes et l'environnement, et on rajoute l'épigénétique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a 3 composantes pour fabriquer un organisme, le génétique, l'épigénétique, l'environnement, et tout ça est complexe. Je reviens juste sur l'argument, parce que j'ai l'esprit de l'escalier, mais je reviens là-dessus. Non, la réalité, quand on la regarde aujourd'hui, ne va pas dans ce sens-là, puisque les pays dans lesquels l'espérance de vie est la plus longue sont aussi les pays qui ont le moins d'enfants. Donc, on ne va pas dans le sens, aujourd'hui, dans le constat actuel des choses, de dire que l'allongement de la durée de la vie fait la surpopulation. C'est pas vrai. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Si on allonge la vie, qui va payer les retraites ? J'ai l'impression que les Allemands ont trouvé une solution, mais peut-être plus difficile à appliquer qu'ils ne le croyaient. On va peut-être prendre plusieurs questions, comme ça va. On parle de longévité, on pourrait parler de qualité de vie. La séance va être transmise sur le web, elle est enregistrée. Donc si vous parlez dans le micro, on vous entendra. Si vous ne parlez pas dans le micro, on n'entendra rien de ce que vous dites. Je disais, on parle de longévité, on n'a pas beaucoup parlé de qualité de vie. Et tout à l'heure, M. Pierre-Henri Gouillon parlait d'espérance de vie en bonne santé. Et là, il y a énormément de progrès à faire. Parce que je crois que l'espérance de vie en bonne santé en France, pour un homme, elle est de 60 ans. On est loin des 1000 ans. Voilà, c'est juste une réflexion qu'on devrait avoir aujourd'hui. Plus sur la notion de qualité de vie. Je crois que l'être humain peut vivre 120 ans. Si on pouvait se fixer un premier objectif qui est de vivre jusqu'à 120 ans, en bonne santé, ça serait un vrai défi, un défi geek. Ah oui, tout à voilà. Fait. L'ambition des transhumanismes, c'est pas 1000 ans grabataire, hein. C'est pas le but. Quel est l'intérêt de vivre 1000 ans ? Micro, on ne vous répond pas tant que vous n'avez pas Attendez parlé le dans micro le micro. pour parler, Voilà, comme ça va être comme voilà. ça maintenant. On pourra bien vous entendre.
Oui. Quel est l'intérêt de vivre 1000 ans en fait? Ah, mais personne ne vous force, hein. Moi, on me le proposerait. Je pense que je dirais oui. Après, je verrai bien l'intérêt sur place, quoi. Je pense que je finirai par le trouver. Oui, mais vous ne vivez pas seul, vous avez des relations, des amis, de la famille. Oui, j'aimerais bien aussi qu'ils en profitent, bien sûr. Ouais. Mais l'intérêt de vivre, c'est que, en général, quand les gens sont en bonne santé, hein, et qu'ils sont capables de réaliser tous leurs projets, c'est rare quand même que les gens disent bon, allez, là c'est bon, j'en ai fait assez, j'arrête. En général, les gens ont envie de poursuivre. Et on peut imaginer, par exemple, que ça serait quand même intéressant. Quand on regarde ça, on voit que, par exemple, les scientifiques, ils donnent le meilleur de leur rendement jusqu'à un certain âge. Et puis la vieillesse vient, et au moment où ils ont le plus accumulé de connaissances, c'est là qu'ils sont fauchés. C'est quand même complètement idiot. Voilà un des intérêts de l'allongement de la longévité. C'est par exemple de permettre que des gens qui ont atteint un stade extrêmement important, accumuler toutes ces connaissances qu'ils ont mis des années à acquérir, et puis hop, ils sont fauchés juste au moment où ils pourraient donner le plus de fruits. C'est quand même dommage. À mon avis, c'est pas un très bon exemple parce que la plupart des scientifiques s'accordent à dire que la plupart des choses vraiment importantes qu'ils ont découvertes dans leur carrière, ça a été, disons, avant 30 ans, en tout cas avant 40. Après, on exploite. Mais jusqu'à la fin de sa vie, Einstein avait encore des idées. Einstein a été désespéré tout le restant de sa vie de ne plus jamais être capable de faire des découvertes du niveau de celles qu'il a faites quand il était jeune. Ça, c'est très explicite chez lui, justement. Hein, donc, les mathématiciens, c'est un cas particulier. Non, mais je vous parle. Einstein n'était pas mathématicien. Mais il travaillait encore à la fin de sa vie sur des projets qui sont encore actuels aujourd'hui. Moi, c'est juste une petite réflexion. J'ai pensé depuis très longtemps déjà que l'homme se prend vraiment pour le petit bon Dieu, là, et a un ego extraordinaire de penser qu'il peut manipuler comme ça le vivant sans conséquence pour l'ensemble, comme vous dites tout à l'heure. Moi, je pense juste à un petit cours de génétique que j'avais reçu qui parlait de la pléiotropie, qui est juste un constat qui est fait, qui n'est pas nouveau du tout. Alors, ça me fait rigoler quand on pense qu'on a des réflexions qui tombent des nues. Là, c'est que c'est une connaissance apparemment qu'on a depuis très longtemps. C'est que quand on bouge un gène, on ne sait pas, les gènes ont des effets sur d'autres gènes qui font partie du même chromosome ou qui sont sur deux chromosomes différents. Donc quand on en bouge un, eh bien, on ne sait absolument pas ce que l'on fait sur l'ensemble et quelle est la méchante ou la bonne surprise que l'on va constater dans 10 ans, dans 100 ans, etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis très longtemps. Je me rappelle de ce cours que j'avais reçu. Et bon, voilà, quand on manipule le vivant, ben voilà, on se prend vraiment pas pour des prunes, quoi, en faisant ça. Et je trouve ça hallucinant d'avoir des réflexions inconséquentes comme ça, ou des actes inconséquents. C'est ce que l'homme fait depuis toujours. Hein. Oui, mais c'est pas une raison pour continuer. Aujourd'hui, le progrès d'aujourd'hui et de demain, je pense que c'est justement d'augmenter la conscience de l'humanité, la conscience des autres, l'éthique. Là, ça prend pas le virage, à mon avis. Voilà. Mais expliquez-nous, alors, parce que quand vous dites justement c'est aussi pour augmenter l'éthique, expliquez-nous comment... Alors, j'ai lu dans votre livre que vous imaginiez, justement, pour résoudre les questions sociétales, qu'il pourrait être intéressant d'implanter une puce dans le cerveau pour accroître les valeurs morales. Alors, c'est bon. Ce qui est quand même une idée qui peut nous paraître étonnante, mais... je pense que ce qui est moins étonnant, mais dont on pourrait parler entre Pierre-Henri et vous, justement, c'est la question de l'oxytocine, où vous pensez que ce serait une bonne idée. Alors, l'oxytocine, c'est à respirer pour que votre compassion et votre empathie augmentent. Et vous, ce que vous disiez, en fait, c'est que ce serait une bonne chose pour la population. Non, disons que c'est la preuve qu'on peut affecter la capacité morale des individus. Donc on peut les ouvrir à une plus grande tolérance par des moyens qui sont artificiels. Ça c'est une question, c'est un champ de réflexion qui est quand même très très neuf. Hein, donc on en parle comme ça, mais bon, c'est le début de la réflexion là-dessus.
Mais pas, un exemple très simple. Par exemple, effectivement, Pierre-Henri disait, pour les problèmes, par exemple, de la surpopulation, de l'avenir, etc., qu'est-ce qu'on va en faire? Au fond, les transhumanistes sont des gens qui pensent que l'éducation classique, avec toutes ses ambitions, c'était l'ambition des philosophes des Lumières, hein, par l'éducation, d'augmenter les capacités morales des individus. Il se trouve quand même que précisément, quelque part, ça a un peu échoué. Et c'est peut-être une des conséquences du fait de n'avoir, on ne pouvait pas faire autrement de toute manière, mais d'avoir fait cette confiance excessive à l'éducation, que de voir qu'il y a aujourd'hui, par exemple, la pollution, par exemple, etc. Si, c'est une théorie, mais c'est une hypothèse, imaginons qu'on puisse avoir une capacité de calcul plus importante dans notre esprit, et que par ce moyen, on puisse prévoir à plus long terme les conséquences de nos actions. Dans ce cas-là, on verra beaucoup plus facilement, ce qui est difficile aujourd'hui, les conséquences néfastes à long terme des actions apparemment non dangereuses aujourd'hui. Et donc, on peut imaginer de cette manière que le progrès puisse venir effectivement soutenir une augmentation, on va dire, de la capacité de réflexion éthique. C'est-à-dire que vous, dans votre vision du monde, vous pensez qu'on augmente les valeurs morales du genre par rapport à leur mental, à leur capacité, je finis juste pour être sûr, par rapport à leur capacité de calcul. Mais vous ne pensez pas en fait qu'à... C'est un des moyens. Voilà, c'est un des moyens. Mais dans votre vision du monde, dans ces cas-là, il n'y a pas à côté la possibilité peut-être de développer des valeurs morales en allant vers la conscience. Est-ce que c'est une histoire de conscience ou justement ce ne serait pas dans le mental, si je caricature, mais pour reprendre un petit peu votre manière de penser, on pourrait dire que par exemple le mental serait juste le logiciel d'exploitation qui est plutôt intéressant pour interagir avec la réalité, mais qu'à l'intérieur, il y aurait quand même une profondeur qui serait la conscience et que ce serait là où les valeurs morales se développeraient. Dans votre idée à vous, en fait, non, les valeurs morales, c'est le mental. Non, les deux ne sont pas incompatibles. Enfin, je veux dire, la conscience, le transhumaniste ne plaide pas pour la faire disparaître. Au contraire, pour l'ouvrir en utilisant d'autres moyens. C'est pour ça que je dis... Comment vous ouvrez la conscience? Eh bien, comme je le dis, par exemple, cette capacité de prévoir à plus long terme, c'est quelque chose qui peut venir nous permettre d'augmenter cette vision à plus long terme et donc prendre en compte, par exemple, les conséquences négatives de nos actions, c'est augmenter nos capacités morales. Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que je comprends très bien l'envie de progresser dans nos capacités à prédire, à savoir, à comprendre, à calculer. Ce que je voudrais juste, c'est qu'on réfléchisse vraiment à ce que ça changerait de pouvoir changer ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passerait dans un monde où on peut modifier les capacités des gens, les capacités intellectuelles des gens, par des techniques? Est-ce que... alors, moi, je veux bien qu'on me dise, dans un futur radieux, quand on sera débarrassé du néolibéralisme et que ça ne sera plus le profit qui décidera de ce qui se passe, et qu'il y aura un système politico-économique qui prend soin du bien-être de l'humanité dans son ensemble, ce genre de choses-là sera très utile. Peut-être. Mais ce dont je suis sûr, c'est que si on le développe dans le cadre actuel, ce qu'on fera avec ça, moi, ça m'horrifie. Parce que évidemment que si on peut manipuler la façon dont les gens pensent, eh ben, ce qu'on en fera, ça sera qu'on les rendra obéissants pour qu'ils fassent tout ce qu'on leur demande pour faire tourner le système tel qu'il est actuellement. Et ça, quand je citais tout à l'heure l'exemple du Japon qui est en train de fermer les départements de sciences humaines dans toutes ses universités, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Hein. Donc, moi... Est-ce que vous répondez à ça? Mais encore une fois, je le dis, est au centre du transhumanisme l'idée de liberté. Donc tout ce qui peut venir comme une imposition par le haut de l'État de choses qui nous seraient... Voilà, mais là, ça mais là, je pense qu'on parle la pas liberté de des entreprises. Personne ne parle de Donc, si la liberté des entreprises, ça fait que les entreprises ont le droit de vous implanter des machins et qu'elles ont le droit d'obliger... Oui, parce que les entreprises sont des personnes. Les entreprises sont des personnes, d'après la loi. Donc, si jamais les personnes sont libres, et Dieu sait si elles se sont servies de ça dans leur procès, les entreprises en tant que personnes peuvent demander la liberté. Si leur liberté, c'est de dire à leurs employés que si jamais ils n'ont pas une puce qui leur permet de faire exactement ce qu'on leur dit, ben, elles ne veulent pas d'eux, eh bien, évidemment qu'elles le feront. Donc, évidemment que la liberté, dans ce genre de cas, c'est une horreur. La liberté, c'est juste la liberté pour chacun d'opprimer son voisin. Et surtout qu'aujourd'hui, le pouvoir n'est plus dans l'État, les pouvoirs sont dans ces grandes entreprises qui, justement, se constituent sur les nouvelles technologies
et qui aujourd'hui justement ont le plein pouvoir dans ce monde globalisé. Oui, Donc, bon, mais encore une fois, les transhumanistes ne sont pas dans le sens de dire il faut mettre des puces obligatoirement. Non, vous dites qu'il faut quand même des implants pour augmenter les valeurs morales. C'est Ça- très étrange, non, vous mais savez. il faut que ça soit volontaire. Et... Il faudrait laisser la parole à Ouais. Passez là. Excusez-moi, je me pose la question, qui va programmer ces fameuses puces, d'une part, et votre théorie, c'est l'eugénisme. On revient au documentaire qu'on avait vu tout à l'heure sur le nazisme, parce que le pouvoir en place est prépondérant et va décider de l'implantation de ces fameuses puces sans que le particulier s'en rende compte. Donc il y a une sorte de dirigisme, totalitarisme. Si c'est ça, c'est pas du transhumanisme. C'est tout. Si on veut, c'est de l'utopie, votre transhumanisme. Oui, on peut dire que c'est une utopie, mais bon, je veux dire, la démocratie aussi, c'est une utopie. Bonsoir. Je vais sûrement une question à tiroir et peut-être un peu personnelle. Je voulais savoir si vous faites confiance à votre instinct et je voulais savoir ce qui vous rend heureux. Posez la question aux deux. Non, pardon, je peux poser la question à Monsieur Biard. Oui, c'est une question. Est-ce que je fais confiance à mon instinct? Un transhumaniste comme moi, aurait plutôt tendance à essayer de faire confiance à sa raison plutôt qu'à son instinct. Et qu'est-ce qui me rend heureux? Je ne sais pas, moi, plein de choses, comme la plupart des humains, j'ai l'impression. Mais voilà, après, chacun, effectivement, a ses plaisirs propres, ses bonheurs propres. Je ne sais pas, lire un livre bien construit, intelligent, de philosophie, ce qui est assez rare, c'est un bonheur. Et j'ajoute que, par exemple, aujourd'hui, on dit, pour ce qui est de sortir du libéralisme, parce qu'effectivement, quelque part, on en revient toujours à cette idée, oui, mais vous êtes les suppôts du libéralisme, etc. Bon, mais n'empêche que, très bien, inventons quelque chose qui nous permettra de sortir du libéralisme. Il n'est pas encore inventé, ce système, qui permettra, avec élégance et pour résoudre tous les problèmes, de sortir du libéralisme. Peut-être qu'il faudra augmenter l'homme pour arriver à inventer cette idée-là. Donc vous êtes pour augmenter l'homme dans le cadre néolibéral, en sachant très bien que le cadre néolibéral utilisera ces augmentations pour des choses qui pourraient vraiment être très déplaisantes, mais vous pensez quand même qu'il faut le faire, quels que soient les risques. Non, pas quels que soient les risques. Mais libéral, c'est vraiment... Il y a deux sens de libéral. Il y a le libéralisme... Néolibéral, oui. Ah ouais, néolibéral, non, c'est pas la même chose. Si on entend le néolibéralisme américain avec la libre concurrence débridée, etc., c'est pas... Ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, qui donnent la note... Oui, mais encore une fois, il y a des points communs, effectivement. On va dire que Ray Kurzweil, il travaille avec Google, donc avec... voilà. Mais on utilise Google, nous utilisons tous Google, donc on ne peut pas dire c'est les méchants... oui, mais je pense que c'est dommage, juste par rapport à ça, je pense que c'est dommage d'aplatir les choses. C'est-à-dire que moi, je me souviens très bien du moment, par exemple, où en effet, personne ne voulait d'un portable, on a tous un portable. Et c'est ce dont disait Pierre-Henri. C'est-à-dire qu'il y a une manipulation aussi de ce qu'on est. On est quelque chose de très malléable. Donc... Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait qu'on nous impose d'avoir un portable. On veut un portable. Et si on n'en a pas, ça pose tout un tas de problèmes. Donc, c'est pas que la plupart des gens sont... Évidemment, on a un petit peu toujours cette pensée commune, je veux dire, de croire qu'on est manipulé par le système, etc. Mais quand on y réfléchit bien, on se rend compte que peut-être le système nous pousse à renouveler un peu trop souvent les portables, mais nous voulons un portable. Parce que si on n'en a pas, on se retrouve dans des situations dont on a du mal d'ailleurs à se rappeler aujourd'hui, qui étaient avant le portable, où par exemple, on ne pouvait pas se tenir informé de choses importantes qui pouvaient avoir lieu, etc. Donc dire que les portables sont quelque chose qui sont le fruit du système, par exemple, c'est faux. Les gens ont voulu, consciemment, et nous le voulons encore tous, avoir des téléphones portables. Et c'est dans cette optique-là que je pense que nous voudrons demain, tous, sans qu'on nous force, avoir, par exemple, des implants qui augmenteront nos capacités de réflexion, par exemple. Alors, personnellement, juste après, je déteste mon téléphone portable. Mais il m'est nécessaire aujourd'hui par rapport à certaines choses de ma vie, mais je n'aime pas mon téléphone portable. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, je voudrais savoir comment on peut opposer la recherche, le développement et la crainte des nouvelles technologies. Je peux répondre. Je fais de la recherche.
et j'en fais depuis toujours, et j'aime beaucoup la science, et je m'intéresse beaucoup au développement. Et je crains que les nouvelles technologies soient utilisées à mauvais escient. Je ne crois pas qu'une technologie puisse être neutre idéologiquement. Toutes les technologies servent des idéologies depuis le début de l'histoire humaine. Et donc, la question derrière une technologie, c'est qu'est-ce qu'on essaye de faire avec ? Or, donc voilà, ça c'est ma réponse. Je ne suis pas contre les technologies, je suis contre la façon dont le système politico-économique actuel utilise ces révolutions technologiques qui se fabriquent. Et actuellement, je pense que le nec plus ultra, si vous voulez, de ce qu'on peut craindre en termes d'utilisation idéologique de technologie, c'est très clairement ce que proposent les transhumanistes. Parce que si jamais vous faites des cognisciences, vous pouvez espérer de plus en plus... Il y a des choses qui se font déjà. Le neuromarketing, c'est quelque chose d'extraordinaire, non ? Vous avez des gens qui ont des connaissances extraordinaires en neurologie et qui vont aider des gens qui ont des choses à vendre à manipuler le fonctionnement du cerveau des humains pour leur faire acheter des produits indépendamment du fait qu'ils en aient besoin ou pas. Est-ce que vous trouvez que c'est une technologie bien utilisée ? Ben non. Et moi, je m'intéresse aux technologies, je suis intéressé par ces technologies. Je vous dis, j'ai une formation d'ingénieur et je travaille pour essayer de comprendre mieux le monde et pour essayer de l'améliorer et éventuellement développer des techniques. Mais vous savez, les techniques, ce n'est pas nécessairement des puces à ADN dans le cerveau. Si on veut améliorer la situation de l'humanité sur notre planète, eh bien, il y a des techniques écologiques, par exemple, qui peuvent être extrêmement utiles. Si jamais on veut éviter que des insectes ne viennent ravager des champs dans lesquels on produit la nourriture qui sert aux humains à se sustenter, eh bien, on peut utiliser nos connaissances en écologie pour mélanger des espèces différentes dans l'écosystème de façon à ce que les insectes en question soit n'aillent pas dans le champ parce qu'ils auront envie d'aller ailleurs, soit limités dans leur nombre par le fait qu'il y a d'autres animaux ou d'autres plantes qui leur sont nocifs. Ça aussi, c'est de la technologie. C'est une technologie qui me plaît et qui me plaît beaucoup plus que celle des neurologues qui aident les marchands à vendre des choses en les aidant à manipuler le cerveau des acheteurs. Voilà. Oui. Je n'ai pas lu le livre de Vincent Billard, mais à vous écouter, et donc je n'ai pas l'habitude de m'intéresser à ces questions, mais à vous écouter, je ne sais pas si on fait le procès du libéralisme ou de la science. Imaginons un instant que vous auriez eu ce débat il y a 2 siècles. Est-ce qu'on aurait créé l'avion ? Est-ce qu'on aurait créé le train ? Est-ce qu'on aurait créé la voiture ? Est-ce qu'on aurait créé tous les médicaments avec lesquels on vit et qui enrichissent énormément l'industrie pharmaceutique, ainsi de suite. Oui, vous nous ressortez le vieil argument le nucléaire ou la bougie, on nous l'a déjà fait suffisamment. Non, c'est pas ça. Mais réduire le débat à un problème de puce dans le cerveau me paraît effectivement très réducteur. Alors, si c'est uniquement un problème de puce dans le cerveau ou de vivre 1000 ans, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Mais je trouve que, sous prétexte de ne pas entretenir le système libéral, que je ne défends pas spécialement, hein, et sous prétexte donc de ne pas l'entretenir, vouloir brider un peu la science, c'est un peu fort. De toute façon, on n'empêchera pas. Alors, il est évident que toute découverte technologique, aujourd'hui c'est le propre de notre civilisation, que toute découverte technologique est exploitée commercialement. Et donc, à mon avis, c'est un autre débat philosophique qu'il faudrait avoir. Mais on n'empêchera pas l'homme, en tant que tel, de poursuivre sa quête de recherche, de science et de découverte technologique. Et moi, le problème de la puce dans le cerveau, ça ne m'intéresse pas. Bien, alors je voudrais vous répondre. Je voudrais vous répondre. Premièrement, vous avez employé les mots science et technologie, tous les deux, mais vous n'avez pas fait la différence. Moi, je voudrais en faire une. La science qui cherche à comprendre le monde n'est pas nécessairement la même que la technoscience qui cherche à modifier le monde. Et certains penseurs, comme Jean-Marc Lévy-Leblond, ont proposé l'idée que la technoscience était en train de nous débarrasser de la science. Donc quand vous dites qu'il faut laisser la science libre, c'est absolument pas ce qui se passe actuellement. La science n'est pas libre du tout.
Je voudrais être clair sur ce point. Pourquoi ? Parce que pour financer un laboratoire, actuellement, progressivement, depuis la fin des années de Gaulle, les différents gouvernements ont tous progressivement réduit les crédits des laboratoires en disant que si jamais ils voulaient faire de la recherche, ils n'avaient qu'à trouver de l'argent ailleurs, c'est-à-dire dans l'industrie. Vous croyez que l'industrie donne de l'argent pour faire de la science, vous ? L'industrie donne de l'argent pour faire de la recherche technologique. Donc en réalité, les chercheurs ne sont absolument pas libres. C'est une erreur. Il y a encore, donc c'est vrai que je fais partie des dinosaures, si vous voulez, de la recherche fondamentale qui ont pu se maintenir. Alors grâce au fait qu'on a des problèmes d'environnement, le domaine de l'écologie, on continue à avoir quelques chercheurs, mais je dis bien quelques chercheurs, c'est-à-dire que si vous regardez l'ensemble des biologistes, il doit y en avoir 5% qui se préoccupent de problèmes globaux d'écologie et d'évolution, et 95% qui font de la biologie moléculaire, parce que c'est là qu'il y a de l'argent, et c'est là que l'industrie insuffle des moyens. Et de même, si jamais les nanotechnologies ont eu tellement d'argent, c'est parce que sur le plan idéologique, il y avait des gens qui voulaient défendre la convergence NBIC, etc. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça serait vachement bien de laisser la science libre. Mais laisser la science libre, ça serait la débarrasser de l'obligation d'être appliquée dans des technologies. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, si jamais on faisait ça, eh bien, on pourrait simplement se poser la question de savoir comment il faut développer telle ou telle chose. Vous avez dit qu'on n'aurait pas développé les avions et les voitures ? Je ne sais pas ce qu'on aurait développé à la place. Peut-être qu'on serait beaucoup moins dans la merde sur le plan climatique si on n'avait pas joué comme on a joué avec les voitures et avec les avions. Moi, je suis très content que mon voisin de palier puisse aller passer ses vacances à Bali, mais je ne suis pas sûr d'être d'accord pour que les gens d'un certain nombre d'îles voient la mer les envahir et soient condamnés à devenir des migrants dont on sait bien comment on les traite, simplement pour que mes voisins puissent aller faire un tour à Bali pendant leurs vacances. Donc oui, je crois que ça aurait été bien qu'on réfléchisse un peu plus aux conséquences de nos technologies. Et oui, je crois que c'est avec de la science qu'on pourra avancer. Mais qu'à l'heure actuelle, la science est en danger parce qu'elle est tellement mise au service des technologies, elle-même mise au service du système économique. Donc j'adore la science, j'en ai fait toute ma vie et c'est ce qui m'intéresse, c'est une des choses qui m'intéresse le plus à faire au monde, mais je ne trouve pas que la bonne défense de la science, ça soit la défense des technologies. À l'heure actuelle, je vais vous dire, ce qui me fait peur, c'est qu'à force de faire des conneries, on ait un jour un retour d'un obscurantisme extrêmement violent qui condamne les technologies et la science ensemble, comme au Moyen-Âge, vous voyez, et qu'on dise à partir de maintenant, plus le droit de faire ce genre de truc, on sait dans quelles impasses ça nous a conduit, et on va fonctionner avec un fonctionnement strictement religieux. Ça nous pend au bout du nez, si jamais on ne réfléchit pas un peu plus à ce qu'on fait. Je vais rebondir. Est-ce que vous pensez que la COP21 va changer donc quelque chose ? Question d'après. Les questions d'après. On a évoqué tous les problèmes. On va visionner le film demain, dimanche soir, qui apporte des solutions. Donc la COP21 se réunit, comme on le sait, c'est un peu aussi le tremplin, je veux dire, de ces mois-ci. Est-ce que les solutions vont être réellement au moins abordées ? Je n'ai pas encore la puce de la vision du futur, donc je ne peux pas dire. Mais j'imagine qu'on va encore... disons, dans la mesure où les décideurs qui prennent les grandes décisions là-dessus ne vont pas forcément être influencés par cette réunion, je ne sais pas. Mais justement, dans une vision de transhumanisme, comment vous analysez le fait qu'aujourd'hui, on ait à peu près tous le même accord qui est de dire mais le politique en fait ne va pas faire ce qu'il faut et que pourtant ça se passe encore. Vous en pensez quoi vous de ça ? Oui, mais non, parce que le système qui est en place, ça dépasse de loin le cadre transhumaniste pour le coup et même le cadre de la science. C'est un système dans lequel effectivement il y a en même temps on peut penser que par exemple le projet démocratique est en panne dans pas mal de au niveau mondial, etc. Et que il y a effectivement un problème politique plus global qui se pose du fait que les décisions sont prises par
des gens qui ne sont pas du tout représentatifs de la population, mandatés par personne, etc. Ça, c'est effectivement quelque chose qui est un problème beaucoup plus global pour le coup, et le transhumanisme, là, on va dire, n'a malheureusement peut-être pas tout de suite de réponse à ça. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas accuser le transhumanisme de tous les maux, c'est pas lui qui est responsable du fait que la COP21 ne fonctionne pas, ou qu'elle fonctionne d'ailleurs. Mais bon, pour répondre à votre question, évidemment, il y a un proverbe qui dit que c'est très difficile de prévoir surtout le futur. Et donc, je pense qu'aucun d'entre nous ne peut dire ce qui va se passer sur la COP21. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a une prise de conscience sur les problèmes environnementaux indéniable. Moi, je suis peut-être plus vieux que la plupart des gens qui sont dans cette salle, mais j'ai eu un professeur quand j'étais étudiant à l'agro qui s'appelait René Dumont et qui était le premier candidat aux élections présidentielles, le premier candidat écolo aux élections présidentielles en France. Et je vous assure que quand il est arrivé en disant les vrais problèmes politiques demain, ça sera les problèmes écologiques, il est arrivé avec un verre d'eau en disant oui, ça un jour, ça sera rare, on saura, etc. Tout le monde rigolait. Maintenant, on rigole plus avec ça. Et même plus récemment, le Grenelle de l'environnement a profondément changé la vision, par exemple, de l'agriculture biologique en France. Jusqu'au Grenelle, la plupart des gens considéraient que le bio, c'était vraiment pour quelques illuminés dans un coin. Maintenant, ça devient, on en voit plein les rayons des supermarchés, etc. Donc, il y a une évolution de la prise de conscience. Mais malheureusement, il y a une course de vitesse entre cette prise de conscience et le fait qu'on essaye de prendre des mesures, et puis l'évolution des systèmes climatiques, écologiques, de la biodiversité, etc. Et pour le moment, le problème, c'est que dans cette course de vitesse, les changements globaux, que ce soit climatique ou biodiversité, vont plus vite que notre capacité de réaction sociale, politique, économique, ça c'est clair. Et je ne suis pas sûr que la COP21 va donner le coup d'accélérateur qui permettra qu'on gagne cette course, mais tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'au moins il donnera un coup d'accélérateur de plus et qu'un jour ou l'autre, on arrivera à atteindre la vitesse qu'il faut pour que la vitesse de changement de nos comportements devienne comparable, au moins raisonnable par rapport à la vitesse des changements globaux. Je dirais que par rapport à ce genre de questions, le transhumanisme, c'est également un mouvement qui part d'une insatisfaction à l'égard du monde tel qu'il est aujourd'hui, à l'égard du monde tel qu'il fonctionne. Il se trouve que les solutions qu'il envisage ne sont pas des solutions de revenir en arrière, c'est plutôt des solutions d'aller encore plus vite dans le mur. Personne ne veut revenir en arrière. Moi non plus, je n'ai pas envie de revenir en arrière. Moi, quand je dis que je vais faire de l'agriculture écologiquement intelligente, c'est justement pas du tout un retour en arrière, c'est au contraire vraiment une vision nouvelle. Par exemple, pour des problèmes de pollution, par exemple, l'idée du transhumanisme, c'est qu'il reste encore à inventer les moyens technologiques de pallier à ces problèmes technologiques que l'on a créés. Effectivement, on peut reprocher au transhumanisme d'être en quelque sorte de tourner en rond dans le cercle technologique, de dire la technologie crée des problèmes auxquels il va falloir qu'elle trouve matière à résoudre. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est cette ambition-là du transhumanisme. Peut-être que c'est à tort, mais c'est l'idée qu'on ne pourra pas trouver de solution à la pollution simplement en disant à tout le monde arrêtez d'utiliser des bombes à aérosols. C'est pas comme ça que les choses se passeront. Si on ne trouve pas des moyens technologiques de contrecarrer les effets néfastes de nos propres technologies actuelles, dans ce cas-là, les choses iront de mal en pis. Pierre-Henri, un dernier mot de la fin. Bah oui, j'aurais vous raconter l'histoire de Dédale, parce que Dédale, c'est une belle histoire. Hein. C'est donc le roi Minos qui voulait épater ses frères. Il demande à Poséidon de lui prêter un taureau, un beau taureau, et Poséidon lui dit je te le prête, mais tu me le rends. Et Minos dit bien sûr, et Poséidon prête son taureau. Minos le montre à ses frères qui sont vraiment épatés, et donc ça marche. Et Minos est tellement fier de son taureau qu'il refuse de le rendre à Poséidon. C'est jamais malin de faire une vacherie à un dieu, donc Poséidon, de façon assez perverse, pour punir Minos, rend sa femme amoureuse du taureau. Et elle a très envie de copuler avec ce taureau, mais le taureau, lui, ça l'intéresse pas, il préfère les vaches. Alors la femme appelle Dédale, qui est l'ingénieur, le grand technologue. Vous voyez, Dédale, c'est la technologie en marche. Et elle dit à Dédale, voilà, je veux copuler avec le taureau, trouve-moi un moyen. Et oui, si Dédale avait été un philosophe raisonnable, il lui aurait dit, bah écoute, tu sais, peut-être que copuler avec un taureau, c'est pas une bonne idée, etc. Mais Dédale, il pense que si on a envie de quelque chose, il faut le faire. Bon, alors donc, il fabrique une vache en bois, il met Pasiphae à l'intérieur et crac, le taureau copule avec la vache, féconde Pasiphae, et ça fabrique le fameux Minotaure.
Et donc ce Minotaure, il est méchant, il faut l'enfermer, et donc on va chercher une technologie pour se débarrasser de ce Minotaure. On appelle Dédale, et Dédale, lui, il nous fabrique le labyrinthe, et on met le Minotaure dedans. Tout va à peu près bien, sauf que le Minotaure continue à bouffer un certain nombre de jeunes chaque année. Alors on invite Thésée à venir tuer le Minotaure. Je vous passe les détails. Thésée, d'ailleurs, qui ne savait pas comment ressortir du labyrinthe, demande à sa copine Ariane, qui est la fille de Minos, comment ressortir. Ariane demande à Dédale comment on sort du labyrinthe, et Dédale lui donne le coup du fil. Donc Thésée va tuer le Minotaure. Il ressort grâce au fil d'Ariane, mais plutôt de Dédale. Et une fois sorti, paf, il oublie Ariane en route. Ariane est très très triste, et Minos est furieux, et il dit à Dédale, tout ça c'est de ta faute. Allez hop, je t'enferme dans le labyrinthe avec ton fils. Dédale, c'est le mec qui se décourage jamais. À chaque fois qu'il a fait une connerie technologique, il trouve une nouvelle connerie technologique pour compenser la connerie technologique d'avant, vous voyez. Donc il dit à son fils, t'inquiète, on va sortir de là, je fabrique des ailes. Il fabrique des ailes. Lui et son fils Icare s'envolent, vous connaissez la suite. Icare va passer trop près du soleil et va s'effondrer, et Dédale passera le restant de sa vie à se lamenter sur la mort de son fils. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que, vous voyez, quand on me dit les problèmes créés par la technologie, il n'y a que la technologie qui pourra nous en sortir, oui, mais il faudrait quand même réfléchir à ne pas être dans une course en avant qui nous amènera à la catastrophe finale. Donc, moi, je veux bien qu'on dise qu'il faut des technologies, mais bien sûr, je suis pour les technologies. Mais je ne voudrais pas qu'on dise que parce qu'on a fait des conneries techniques, du coup, ça justifie le fait de faire de nouvelles conneries techniques. Il faudrait quand même qu'on progresse sur ce plan-là, qu'on progresse sur nos capacités à prédire les conséquences de nos actes. Et tant qu'on s'amusera à juste dire, voilà, il y a une technologie, elle règle celle d'avant, pouf, je ne m'intéresse pas aux conséquences, et ben, je serai méfiant. Je ne serai pas contre, je serai méfiant. Voilà. Merci Vincent. Pour sortir du labyrinthe, je conseille plutôt de prendre un GPS, c'est plus simple. Merci Vincent, merci Pierre-Henri pour ce débat passionnant.